va vous faire une présentation donc, de notre point de vue ARS, donc plus institutionnel que aussi les interventions qu'il pourra y avoir à la suite, et resituer un petit peu ce sujet du lien ville-hôpital dans l'enjeu plus global aussi du parcours de soins et ce qu'on entend exactement par là, et puis vous présenter dans un deuxième temps les leviers d'action, en tout cas que nous on a identifiés, sur lesquels on a pu mener des actions et avoir des exemples d'actions. Alors, rapidement, pour revenir sur la définition du parcours de soins, c'est trois composantes principales. C'est une composante de prévention, donc on sait que dans les maladies rares, c'est un sujet qui est particulier par rapport aux autres champs des maladies chroniques. Le soin en tant que tel, donc dans ces différentes composantes, à la fois en ville et à l'hôpital, comme on va le voir, et puis aussi la dimension médico-sociale, mais je sais que la filière avait déjà consacré une journée sur ce sujet les années précédentes. Donc c'est avant tout avoir une posture du point de vue du patient et donc être dans une logique de décloisonnement, contrairement à un système qui, lui, est organisé par sectorisation entre la ville, l'hôpital et le secteur médico-social. Donc ça nécessite d'avoir une approche par le patient et ses besoins par rapport à l'offre existante. Et donc, on ne vous fait pas une présentation non plus de l'ARS, mais en tout cas, les ARS ont été créés en 2010, principalement sur cette logique de décloisonnement et d'approche par parcours, donc en 2010. Avant, c'était plus sectorisé justement sur l'hôpital, les DAS, etc. Et donc, la définition du parcours, elle se résume un peu en une phrase, c'est le bon professionnel au bon endroit, au bon moment et au meilleur coût. Et donc, c'est ça la difficulté de positionner, d'avoir le patient au bon endroit, au bon moment, avec le bon professionnel. Donc, il y a effectivement trois niveaux dans ce qu'on entend par le parcours, et donc avec des acteurs qui sont aussi très diversifiés. À la fois donc, le parcours de soins sur ces différents niveaux de prise en charge, on va y revenir après, sur le parcours de santé qui est plus large et qui englobe aussi les approches médico-sociales, sociales, le maintien, le retour à domicile. On parlera aussi de l'HAD tout à l'heure. Et plus globalement aussi, c'est le parcours de vie. Bon, c'est un petit peu l'illustration de maladies rares infoservices, où là, on va encore plus loin sur l'insertion professionnelle, le logement, etc. Et où, effectivement, les dispositifs d'appui à la coordination, dont on reparlera après, vont aussi beaucoup sur ces questions. Alors, le lien ville-hôpital, c'est une question aussi de dialogue entre trois secteurs de la prise en charge, et qui est gradé en fonction, effectivement, du niveau qui est nécessaire pour la prise en charge optimale du patient. Effectivement, le premier recours, donc c'est là où on a effectivement les médecins généralistes, les hôpitaux de proximité. Le deuxième recours, où on a les médecins spécialisés, notamment de ville, les hôpitaux généraux. Et le troisième recours, donc c'est là où on retrouve effectivement les centres de référence, de compétences qui sont labellisés. Et on a eu le plaisir de voir, alors je ne sais pas si c'est vrai dans la filière tête-cou, mais que le maillage aussi de cette labellisation dernièrement avait pu aussi aller un peu plus vers le champ de ces établissements de centres hospitaliers généraux qui finalement, bon, c'est juste dans la diapo, mais bascule du deuxième au troisième recours, mais c'est aussi pour dire que l'expertise maladie rare, elle n'est pas que dans ce troisième recours, elle est à tous les niveaux de la prise en charge. Et pour nous, c'est une réelle question, une difficulté persistante de pouvoir travailler sur la lisibilité de l'offre de soins experte aussi dans ces niveaux qui ne font pas l'objet de la labellisation. Donc il y a un enjeu effectivement aussi de coordination entre ces trois niveaux. Il faut pouvoir remonter la pyramide, il faut pouvoir la redescendre après. On a aussi régulièrement des témoignages qui évoquent le fait qu'on peut aller au centre pour le diagnostic, mais après finalement on n'y retourne jamais. Alors c'est peut-être pas, encore une fois, peut-être pas totalement vrai pour la filière tête-cou, ou pas toujours, mais on a clairement ces situations-là. Donc ça nécessite effectivement de pouvoir, tout au long de la vie du patient, de pouvoir naviguer dans ces différents niveaux et en fonction de caractère programmé, non programmé, de la prise en charge, etc. Rapidement, je ne passe pas beaucoup de temps sur cette étape-là, mais c'est les étapes du parcours, parce qu'effectivement, on a souvent l'impression que c'est le parcours, c'est le dialogue entre le médecin
généralistes et puis le centre de référence. C'est bien plus large que ça, et les acteurs de la ville et de l'hôpital ont chacun leur rôle à jouer à ces différentes étapes du parcours de soins. Qu'il s'agisse de l'action sur les déterminants, bon, ça j'en parle pas trop parce qu'effectivement les maladies rares c'est particulier, le repérage, le dépistage dans certains cas, le diagnostic, hein, on sait que dans la salle il y a des professionnels des centres rares qui travaillent aussi sur ces questions d'accès au diagnostic par le biais de la dent notamment, et en lien avec les médecins généralistes, enfin les dentistes plutôt. La question de l'orientation, donc on l'a dit, hein, la connaissance vers le bon professionnel, vers le maillage existant, elle est largement insuffisante. On a eu, AFM Téléthon nous a fait passer aussi un petit retour d'enquête sur une maladie neuromusculaire, mais dans le département des Ardennes, où on voit effectivement, mais ça revient à les résultats qui ont été présentés, c'est qu'il y a une méconnaissance, malgré les 3 plans successifs maladies rares qui se sont succédés, sur ce maillage existant des centres de référence et compétences. Et on a un rôle, nous aussi, en tant qu'institution, pour travailler là-dessus avec les acteurs, les plateformes, et les filières, etc. Le partage de l'information, donc important, le suivi, et puis le réadressage, la réévaluation. On sait aussi qu'une fois qu'on est dans le champ médico-social, des fois, on ne revient jamais vers le centre de référence, de compétences. Donc c'est encore une fois de réussir à redialoguer entre ces différents secteurs de la prise en charge. Et puis l'implication du patient, et on sait qu'il y a beaucoup d'associations aussi dans la salle et à distance, et qui jouent sur cet aspect un rôle tout à fait majeur. Sur le parcours, donc rapidement également, et là aussi en jeu à la fois pour l'hôpital et puis pour la ville, il y a la continuité du parcours qui est difficile, particulièrement dans les maladies rares, à assurer, avec 6 dimensions différentes, mais qui sont autant de points de rupture potentiels sur lesquels on essaie d'agir, les différents acteurs essaient d'agir. Elle est temporelle. On sait que la transition, par exemple, c'est un sujet. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On a fait, nous, récemment, un appel à projet régional pour développer des outils, des formations, des accompagnements, à la fois pour les professionnels et pour les patients, pour passer cette étape-là et ne pas avoir ce point de rupture. Et les géographiques, hein, on sait que voilà, la centralisation sur les centres de référence et compétences qui sont principalement sur les CHU crée une distance importante entre le lieu de vie et le lieu de prise en charge experte, d'où la nécessité de dialogue entre les 3 niveaux que j'évoquais précédemment. L'interdisciplinarité qui est importante, l'aspect relationnel, mais ça, je laisserai les spécialistes de la relation de soins l'évoquer. L'information, et là on voit encore qu'elle est largement insuffisante. Et puis il y a aussi une forme de perte d'informations qui peut se passer, et économique. On sait que notamment dans le secteur dentaire, c'est un point de rupture et de renoncement aux soins. On en discutait avant d'entrer en salle, justement. Donc les acteurs institutionnels pour travailler ce lien-là, le lien entre la ville, le lien avec l'hôpital, nous en tout cas, au niveau d'une politique qu'on peut mettre en place au niveau d'une région, c'est évidemment les professionnels de ville et d'hôpital, ça c'est évident, les opérateurs de prévention, mais aussi les services de l'État. On a des conventions avec le rectorat, travailler sur l'inclusion, sur le champ du handicap. Enfin, tout ça, c'est contribuer à permettre un bon déroulement, ou le meilleur déroulement possible, du parcours. Les collectivités territoriales, on sait, les MDPH, les PMI, si on veut travailler sur le repérage, sur le lien avec le secteur médico-social, c'est indispensable. Et puis les acteurs associatifs, les organismes de protection sociale, assurance maladie, et les services établissements médico-sociaux. Je passe la parole sur les leviers. Donc dans ce cadre d'un parcours très complexe et orienté quand même sur de l'expertise, au cours des dernières années, on a travaillé avec les professionnels pour définir quels pourraient être nos leviers en région pour améliorer le parcours et donc fluidifier le lien entre la ville et l'hôpital. On a défini des briques pour avancer. En particulier, on a commencé par se dire qu'il fallait parler maladies rares, acculturer les professionnels aux maladies rares, qui ne sont finalement pas une prise en charge comme les autres, parce que très structurées en centre d'expertise, mais aussi très complexes de prise en charge concrète.
Et on a aussi évalué la nécessité de former ou d'inciter à la formation les acteurs. Pourquoi tout ça est important ? Parce qu'on est dans des parcours complexes qui nécessitent d'être structurés en termes de prise en charge. Et donc, bien sûr, l'exercice coordonné, qui est une des missions importantes de l'agence, l'exercice coordonné des professionnels ville a été identifié comme un levier important. Et on pense particulièrement aux DAC, qui sont un outil pour nous à développer dans le champ des maladies rares. Très rapidement aussi, on imagine et on le sait qu'on a besoin d'outils d'expertise, d'outils notamment de téléexpertise. Et puis, on a eu la chance ces dernières années de travailler avec professeur Bloch-Zupan sur ces développements de l'assistance de l'IA pour emmener le patient qui est chez son dentiste dans le territoire ou chez son pédiatre vers un diagnostic dans les centres de référence qui vont lui apporter une prise en charge spécifique et adaptée. Et le dernier levier qu'on souhaitait vous présenter, c'est toute cette notion d'outils pour partager les informations, outils pour mieux organiser les professionnels les uns avec les autres. L'acteur nouveau qui intervient depuis ces quelques dernières années, c'est les plateformes d'expertise maladies rares. Cette plateforme, elle maille le territoire et elles ont des missions importantes justement pour aller vers les acteurs locaux, mais aussi animer au sein de leurs établissements la dimension maladie rare. Donc elles ont toutes un degré de maturation un peu différente, mais elles sont aussi très utiles pour mettre en évidence et rendre lisibles les centres de nos territoires, qui sont des centres d'expertise indispensables dans les prises en charge, mais qui doivent être coordonnés avec les acteurs de proximité. Dans cette partie aussi d'acculturation et de information des professionnels, nous, on a, dès les années 2020, travaillé à ce que notre site Internet soit très lisible, apporte de l'information sur les maladies rares. Donc, on avait structuré un guide avec des ressources pour les professionnels de santé du territoire et un annuaire. On complète également notre dispositif d'information avec, par exemple, une lettre que l'on a adressée pour la journée maladie rare de cette année aux professionnels de santé, mais par le biais d'une collaboration avec l'assurance maladie. Donc, on a fait porter le message par le médecin conseil régional pour attirer l'attention des professionnels de terrain sur les nouveaux outils, mais aussi sur le fait qu'on avait une nouvelle labellisation. Donc ça, c'était une façon d'apporter l'information et d'essayer de toucher les médecins généralistes autrement. Peut-être que le biais de la Sécu nous permettait d'avoir plus de lisibilité. Donc c'était une action de cette année. On a aussi souhaité travailler sur la mise à disposition des outils de la filière, des filières de santé, puisque toutes les filières travaillent beaucoup à de nombreux outils pour les professionnels paramédicaux, médicaux et paramédicaux. Et donc là, un exemple qu'on avait choisi, c'était les masseurs kinés, et de créer une lettre à destination des masseurs kinés de notre territoire via les URPS, en reprenant tout ce que font les filières, en fait, et leur apporter l'information que pour telle maladie, il y a une prise en charge spécifique. Alors, on l'a fait pour les masseurs kinés, mais c'est vrai que ça pourrait être déployé, on l'a vu pour les orthophonistes, en reprenant ce que toutes les filières ont fait et apporter l'information aux orthophonistes via notre canal d'information que sont les URPS. On pourrait aussi le faire pour les dentistes, puisqu'ils ont aussi l'URPS. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui serait facile à mettre en œuvre pour porter les informations des centres de référence. Et bien sûr, les DAC, qui sont notre action phare de cette année. Oui, alors effectivement, comme vous l'avez dit aussi dans la présentation, et on le voit dans le programme, l'intervention qui viendra après, effectivement, les dispositifs d'appui à la coordination, qui chez nous sont encore relativement récents, mais c'est pour nous vraiment l'intermédiaire aussi qui est fédéré au niveau départemental pour réussir à toucher les professionnels de ville. Alors, avec une difficulté pour nous, c'est qu'on a fait une présentation auprès de nos DAC et qui nous ont dit « mais non, mais nous, on n'a pas de maladies rares dans les sollicitations, on n'en a pas ».
Et puis en fait, quand on discute un peu, il y en a un certain nombre, mais c'est qu'ils ne sont pas identifiés comme tels. Donc déjà, ça apporte déjà un premier éclairage. Et ils nous ont de façon massive demandé des formations sur les maladies rares. Et là, on a eu, nous, un problème dans notre région, c'est qu'on n'a pas d'acteur qui peut permettre de délivrer une formation maladie rare. Alors, pas juste théorique sur l'organisation des centres, etc. Ça, on est pas mal à pouvoir le faire, mais c'est d'adopter la posture du coordonnateur de parcours que sont les équipes de DAC pour apporter la réponse concrète, savoir comment aller chercher l'information, comment répondre aux besoins, comment évaluer une situation maladie rare. Donc, d'où le logo Maladie rare Occitanie que vous avez en haut de la diapo. On s'est associé à ce réseau maladie rare spécifique en Occitanie, et je crois qu'il n'a pas d'équivalent ailleurs en France, pour qu'ils viennent former nos DAC dans notre région à partir du mois de décembre. On aura 6 sessions entre 2024 et 2025 pour concrètement avoir cette expertise maladie rare et cette posture du DAC. Dernier outil qu'on a identifié à développer, le dernier levier qu'on aimerait développer assez rapidement, c'est de mettre à disposition des professionnels une sorte d'applicatif. Cet applicatif, il s'appelle Parceo dans notre territoire. Et il a été développé par un grade, c'est des structures de chaque région. Donc cet applicatif permet de structurer le parcours des patients et de permettre aussi de réfléchir à ce parcours quand on va créer ce parcours. Donc soit on ferait des parcours maladies rares génériques, ce qui est fort probable, ou des parcours par grand type de maladie. Et dans la création de ce parcours, par le biais de cet applicatif, ça nécessite aussi de réfléchir à la place de chacun, réfléchir à la place du centre de référence, quand est-ce qu'on va au centre de référence, quand est-ce qu'on peut revenir en proximité, quels sont les examens, les suivis à mettre en œuvre, et tout ça devra être décrit dans cet applicatif et remonte au centre de référence quand il y en a besoin. C'est placer tous les acteurs dans le processus. Éviter qu'on ne remonte jamais au centre de référence parce qu'on est en institution, ou éviter qu'on revienne tout le temps au centre de référence sans qu'il y ait de valeur ajoutée, qui permettrait de faire une gradation des soins et de remettre chaque acteur dans le parcours et réimpliquer chaque acteur dans le parcours, qu'il soit médecin mais aussi paramédicaux, puisque chaque paramédico peut avoir un profil dans cet applicatif. Et c'est un applicatif qui est très utilisé par nos DAC. Donc c'est pour ça qu'on aimerait déployer des parcours dans ce dispositif Grand Est. Merci de votre attention et à votre disposition pour échanger tout à l'heure. Merci beaucoup. Peut-être on voit s'il y a une question ou deux. Après, on échangera de toute façon tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? On a plusieurs en ligne encore. J'ai déjà une remarque. Merci beaucoup de votre retour d'expérience. Il y a des échanges entre ARS, parce que vous faites beaucoup de choses localement. Hein, vous développez des outils. Est-ce que les autres ARS peuvent vous espionner? Est-ce que vous communiquez sur ce que vous faites? Il y a des occasions d'échanges nationaux à ce sujet-là ou pas? Assez peu, et c'est une demande récurrente qu'on a. Alors la mission maladie rare de la DGOS autour d'Anne-Sophie Lapointe, qu'on est nombreux à connaître, je fais un petit peu ce rôle-là, mais finalement le COPIL des filières de santé maladie rare est à peu près le seul lieu où sont potentiellement présentes les ARS, et toutes ne le sont pas, et toutes n'ont pas de référent maladie rare. Nous, on est passionnés par la thématique, mais on a un parcours prioritaire dans notre projet régional de santé, donc ça permet de dédier aussi du temps agent sur cette thématique-là, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres régions, parce que d'autres organisations. Et donc c'est un manque aussi, parce que comme c'est une casquette, on sait qu'on a des collègues qui sont plus médico-sociales, et on aurait beaucoup à s'enrichir, à avoir chacun notre prisme, en fait. Et c'est un manque, clairement. Effectivement, c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que s'il y a beaucoup de développement d'outils, d'applications, de guides, etc. localement, après c'est compliqué pour les professionnels et pour les patients de se retrouver dans la jungle. Hein. Sur Internet, on trouve tout, des outils excellents, mais voilà. Mais s'il y en a 35 différents, déjà, ça sous-entend d'être connecté, ce qui est relativement fréquent maintenant pour, on va dire, les patients enfants et leurs parents. Mais pour des patients atteints de plus âgés, on va dire des adultes âgés atteints de maladies rares, retrouver ça dans une jungle numérique, ça peut être compliqué, effectivement. Peut-être un exemple, quand on a fait la newsletter avec l'URPS des masseurs kinés, les masseurs kinés étaient tout à fait ravis qu'on vienne vers eux avec des ressources maladies rares, parce que je crois que le niveau de connaissance des outils est encore moins bon que pour les médecins généralistes. Et on a transmis cette newsletter aux autres ARS en se disant, bon,
Nous, on a fait le job, on a passé beaucoup de temps à aller sur les sites de chaque filière, à contacter tout le monde. Mais voilà, faire en sorte que ça puisse être utile. Mais je crois que ce serait un travail aussi intéressant pour l'interfilière d'avoir ces prismes-là et que nous, on puisse récupérer ça au niveau des ARS pour faire le dernier kilomètre finalement. Parce que nous, le travail avec les filières, les filières ont un rôle essentiel parce que pour nous, c'est l'expertise. Et là, on va chercher l'expertise, les outils. Et on estime que notre rôle aussi, c'est de faire redescendre tout ça via les bons canaux. Et on peut y arriver comme ça, mais effectivement, il faut mutualiser parce que ça demande quand même beaucoup de temps. On en discutera tout à l'heure et les filières ont sûrement un rôle à jouer, mais c'est vrai qu'une unification et une réduction de l'offre, quelque part, en fait, d'outils numériques pour se coordonner serait peut-être souhaitable. Enfin, c'est à discuter, hein, mais voilà, moins d'outils, mais voilà, indispensable. On est d'accord. Merci beaucoup.